Quand Morgan Brooks est arrivé à l'hôpital en tant que nouvel infirmier, personne ne l'a pris au sérieux. Vieux, silencieux, boitant légèrement, les mains tremblantes. Il est vite devenu la risée des médecins. Mais la nuit où un commandant de la garde nationale est arrivé entre la vie et la mort, ce que ce petit vieux a fait a laissé toute la salle sous le choc. Et quand l'armée est venue le chercher quelques jours plus tard, personne n'aurait pu imaginer qui il était réellement. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. La pluie battait contre les vitres du centre médical Roosevelt ce lundi d'octobre. Morgan Brooks entra par l'arrière, une vieille sacoche sur l'épaule et un badge flambant neuf à la main. Il avait 61 ans, la peau marquée par le temps et les années de service dans l'armée. Il boitait légèrement de la jambe gauche et ses mains tremblaient subtilement lorsqu'il tenait de petits objets. Il parlait peu. Il n'a jamais été bavard. Dans le couloir du service des urgences, 3 internes discutaient près du poste de soins. Le docteur Chad Whitmore menait la conversation. Blond, yeux clairs, cravate hors de prix, et un sourire qu'il avait manifestement répété devant le miroir. Son père était sénateur de l'État. Chad s'assurait que tout le monde s'en souvienne. « Vous avez vu le nouvel infirmier ?» demanda Chad en ricanant. On dirait qu'ils ont recruté dans une maison de retraite. Les 2 autres éclatèrent de rire. Une infirmière plus âgée, Dorothy, leur lança un regard noir, mais ne dit rien. Elle connaissait bien ce genre de personnage. Morgan passa sans un mot. Il rangea ses affaires dans le vestiaire et enfila l'uniforme bleu marine. Chacun de ses gestes était lent, mais précis. Il vérifia l'équipement de la salle de trauma, inspecta les chariots d'urgence, organisa les plateaux chirurgicaux, en silence. « Hé, papy !» lança Chad, adossé au mur, les bras croisés. « Tu sais ce que c'est, un défibrillateur? Ou tu veux que je te fasse un dessin ?» Morgan le regarda. Ses yeux sombres étaient profonds, fatigués. Il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et continua son travail. « Je parie $500 qu'il ne tient pas une semaine, » dit Chad à ses collègues. Avec ses mains qui tremblent, il peut à peine tenir une seringue. Pendant la semaine, les moqueries continuèrent. Il l'appelait le concierge. Des commentaires sur son âge, sa démarche, son silence. Il ne répondait jamais. Il faisait simplement son travail. Il prenait les constantes, changeait les pansements, aidait les patients avec une patience infinie. Ces derniers l'appréciaient. Les médecins, eux, l'ignoraient. Mais tout bascula le vendredi soir. L'alarme d'urgence retentit à 23h47. 5 ambulances arrivèrent en même temps. Grave accident sur l'autoroute. Un convoi militaire s'était renversé. 6 soldats de la garde nationale blessés. 2 dans un état critique. Le service de trauma s'activa dans tous les sens. Infirmières courant, médecins criant des ordres, brancards fonçant dans les couloirs. Morgan se plaça dans la salle de trauma 1, préparant le matériel à une vitesse surprenante. Ses mains ne tremblaient plus. Le premier soldat arriva. Grave blessure au thorax et à l'abdomen. Chad prit les commandes, aboyant des instructions pendant que l'équipe s'activait. Morgan observait, analysant chaque détail. Le deuxième brancard apporta le commandant de peloton. Sergent Noah Williams, 38 ans, hémorragie sévère au cou. La peau pâle, les lèvres violacées. Il respirait difficilement. « Plaie pénétrante au cou !» cria Chad. « On doit stopper cette hémorragie immédiatement !» L'équipe se mit en action. Chad appuya sur la blessure, ordonna une transfusion O négatif et se prépara à intuber. Tous les regards étaient fixés sur la plaie au cou. Mais Morgan voyait autre chose. Il observait le thorax du sergent. Le côté droit ne se soulevait pas. La trachée déviée vers la gauche. La veine jugulaire distendue. Les lèvres devenant de plus en plus bleues, malgré l'oxygène à plein débit. Pneumothorax sous tension.
murmura Morgan. Il s'approcha du brancard. « Docteur, le problème, ce n'est pas le coup, dit-il, d'une voix calme mais assurée. Chad ne le regarda même pas. « Dégage de là, le vieux. Je suis en train de sauver une vie. Mon poumon est en train de s'effondrer. Il faut le décomprimer tout de suite, insista Morgan. « J'ai dit dégage, hurla Chad. Les infirmiers ne donnent pas d'ordre ici. Le moniteur cardiaque s'emballa. La tension chuta. 8/4, puis 7/3. Le sergent était en train de mourir. Morgan n'hésita pas. Il bouscula Chad d'un geste net, utilisant son épaule comme s'il était encore au combat. Chad tomba au sol, abasourdi. « Non mais ça va pas !» hurla Chad. Morgan avait déjà attrapé une aiguille de décompression sur le chariot d'urgence. En un seul mouvement, il palpa le deuxième espace intercostal du sergent, trouva la ligne médioclaviculaire et inséra l'aiguille d'un coup sec. Un sifflement d'air s'échappa. Le moniteur se stabilisa. La tension remonta. Le sergent inspira profondément, ses lèvres retrouvant leur couleur. Son poumon fonctionnait à nouveau. Silence total dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Morgan. Il jeta l'aiguille dans la boîte à objets tranchants et retourna dans son coin, comme si de rien n'était. Chad se releva, rouge de honte et de colère. « Tu viens de signer ton renvoi, espèce d'idiot sénile !» cria-t-il. « Tu m'as agressé. Tu as agi sans autorisation. Je vais te poursuivre, toi et l'hôpital. » Dorothy, l'infirmière senior, s'avança d'un pas. « Il a sauvé la vie de cet homme, Dr. Whitmore. On l'a tous vu. »« Il m'a agressé, » répéta Chad. « Il a violé tous les protocoles. Je veux qu'il soit viré immédiatement. » La direction médicale fut appelée. Une réunion d'urgence fut programmée le lendemain matin. Morgan fut renvoyé chez lui jusqu'à nouvel ordre. Il prit sa sacoche et quitta les lieux sans un mot, boitant dans le couloir désert. Dans la salle de trauma 1, le sergent Williams fut stabilisé et transféré en soins intensifs. Chad revendiqua tout le mérite de la manœuvre, accordant même des interviews à l'équipe sur son « intervention rapide et décisive ». Personne ne le contredit ouvertement. On évitait les problèmes, surtout avec le fils d'un sénateur. Mais Dorothy connaissait la vérité, et elle n'était pas du genre à garder le silence très longtemps. Le samedi s'était levé sous un ciel gris à Denver. Morgan Brooks était assis à la petite table de sa kitchenette, buvant un café noir, le regard perdu par la fenêtre. Il savait ce qui allait arriver. Il avait déjà vu ce scénario, bien trop souvent. Dans les hôpitaux de campagne en Irak, sur des bases militaires en Afghanistan. Toujours la même chose. Hiérarchie, orgueil, des gens qui meurent parce que quelqu'un est trop occupé à protéger son ego. Son téléphone sonna. C'était l'hôpital. Réunion lundi matin à 9 h. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi. Au centre médical Roosevelt, l'unité de soins intensifs était en alerte. Le sergent Williams avait passé la nuit dans un état stable, mais il s'était réveillé confus. Il ne cessait de demander après quelqu'un. Un homme plus âgé, noir, celui qui lui avait sauvé la vie. Les infirmières ne comprenaient pas de qui il parlait. Les médecins disaient qu'il était désorienté à cause des médicaments. « C'est le docteur Whitmore qui vous a sauvé, sergent », expliqua une jeune infirmière. « Il a maîtrisé l'hémorragie et stabilisé votre état. » Noah Williams secoua lentement la tête, la voix faible mais déterminée. « Non, il y avait un homme plus âgé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il savait exactement quoi faire. Où est-il? Vous devez confondre, monsieur. Vous avez subi un traumatisme grave. Mais Williams n'était pas confus. Il était soldat depuis 20 ans, commandant de peloton. Il avait vu la mort de près, des dizaines de fois. Il savait reconnaître quelqu'un qui connaissait le combat. Et cet homme-là avait des yeux de combattant. Lundi matin, 8 h 30.
Morgan entra par la porte principale de l'hôpital. Il portait une chemise simple et un jean. Sous le bras, une boîte en carton vide. Il savait qu'il allait devoir vider son casier. La salle de réunion était pleine. Le directeur médical, Dr Raymond Foster. La chef des infirmières, Helen Morrison. Le responsable des ressources humaines, Thomas Baker. Et le docteur Chad Whitmore, assis, les bras croisés, un sourire satisfait aux lèvres. « Monsieur Brooks, asseyez-vous, je vous prie », dit le docteur Foster en ajustant ses lunettes. Morgan s'assit. « Nous devons parler de ce qui s'est passé vendredi soir. Nous avons reçu une plainte officielle du docteur Whitmore. Il affirme que vous l'avez agressé physiquement pendant une intervention d'urgence et que vous avez agi hors de votre champ de compétences. Ce sont des accusations sérieuses. »« J'ai sauvé la vie d'un homme, » répondit Morgan, sa voix basse mais claire. « Vous avez bousculé un médecin et pratiqué un acte médical invasif sans autorisation, » l'interrompit Thomas Baker. « Cela viole au moins 5 règlements de l'hôpital et peut être considéré comme une agression. Ce patient était en train de mourir, » poursuivit Morgan. « Pneumothorax sous tension. Il avait, au mieux, 90 secondes avant un arrêt cardiaque. Il n'y avait pas de temps pour demander la permission. »« Ce n'est pas une excuse pour la violence, » dit Chad, se penchant en avant. « Tu m'as fait tomber par terre comme un chien, devant toute l'équipe. Tu m'as humilié et tu as mis un patient en danger avec ton comportement irresponsable. » Morgan le regarda, ses yeux sombres, fatigués, qui avaient vu des choses que Chad ne verrait jamais. « Si je n'avais pas agi, il serait mort. Et vous auriez dû expliquer à sa famille pourquoi vous avez ignoré les signes évidents d'un poumon effondré. » Chad frappa la table. « Tu n'as pas les compétences pour juger ça. Tu n'es qu'un infirmier, un vieil infirmier tremblant, incapable de tenir un plateau correctement. »« Ça suffit, » dit le docteur Foster en levant la main. « Monsieur Brooks, nous comprenons que vos intentions étaient bonnes, mais les règles existent pour une raison. Vous ne pouvez pas bousculer un médecin et pratiquer des gestes médicaux sans supervision. Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. Vous pouvez récupérer vos affaires. » Morgan ne protesta pas. Il acquiesça simplement, se leva et quitta la pièce. Il alla vider son casier, une photo décolorée de sa femme, décédée 5 ans plus tôt, un vieux livre sur la médecine de guerre, une broche de l'armée qu'il ne portait jamais. Il rangea tout dans la boîte et sortit par la porte de service. La pluie était de retour. Il attendit le bus, la boîte sur les genoux, regardant la circulation passer. 61 ans. Vétéran de guerre. Médecin de combat décoré. Et maintenant, licencié pour avoir sauvé une vie. Il sourit tristement. Certaines choses ne changent jamais. Pendant ce temps, en soins intensifs, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Le sergent Williams allait de mieux en mieux. Sa blessure au cou était maîtrisée. Il respirait normalement. Il était lucide, insistant. « Je veux voir l'homme qui m'a sauvé, » dit-il à l'infirmière. « L'homme plus âgé, où est-il ?»« Sergent, on vous l'a déjà expliqué. C'est le docteur Whitmore qui... » « Ce n'était pas lui, » coupa Williams d'une voix forte. « Je sais qui m'a sauvé. Je l'ai regardé dans les yeux. J'étais conscient. C'était un homme noir, plus âgé. Il a fait quelque chose à ma poitrine. Il m'a ramené à la vie. Où est-il » L'infirmière resta sans voix. Elle sortit de la chambre et alla directement parler à Dorothy, l'infirmière en chef, celle qui avait tout vu vendredi soir. Dorothy écouta le récit et prit une décision. Elle attrapa le téléphone et composa un numéro que Williams avait fourni. Celui de l'armée américaine. Plus précisément, celui du général Walter Green, ami proche du sergent et vétéran décoré de la guerre du Golfe. L'appel dura 12 minutes. Dorothy raconta tout, ce qui s'était passé dans la salle de trauma. Comment Morgan avait sauvé Williams. Comment Chad s'était attribué le mérite.
comment Morgan avait été licencié. Au bout du fil, un long silence. Puis, le général Greene posa une seule question. « Quel est son nom complet ?»« Morgan Brooks. » Un nouveau silence, plus long. Puis une voix basse, presque respectueuse. « Mon Dieu, c'est lui, le fantôme du désert. » Le général Walter Greene était dans son bureau à la base de Fort Carson, dans le Colorado, lorsqu'il reçut l'appel. Il écouta Dorothy raconter toute l'histoire, et quand elle prononça le nom de Morgan Brooks, un frisson lui parcourut l'échine. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un nom qui devrait figurer dans les manuels d'histoire militaire. Il raccrocha et saisit immédiatement un autre téléphone. 15 minutes plus tard, une unité spéciale était mobilisée. 3 véhicules militaires, 2 officiers et un ordre clair. Retrouver Morgan Brooks avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Morgan était assis à l'arrière du bus de la ligne 15, la boîte en carton posée sur les genoux. La pluie tombait toujours. Il regardait par la fenêtre sans vraiment voir. Il pensait à sa femme, Martha. Elle disait souvent qu'il avait le don d'être au bon endroit, au bon moment, mais aussi celui de ne jamais être reconnu pour ça. Le bus s'arrêta à un feu rouge. Morgan ne remarqua même pas les 3 véhicules militaires qui s'étaient positionnés autour. Un 4x4 devant, une camionnette sur le côté, un autre 4x4 derrière. Tous portaient les plaques officielles de l'armée. Le chauffeur du bus fronça les sourcils quand les militaires lui firent signe de se ranger. Il s'exécuta et s'arrêta au bord de la chaussée. Les portes des véhicules s'ouvrirent. Des hommes et des femmes en uniforme en descendirent. Et puis un homme grand, aux cheveux gris, l'uniforme couvert de décorations, monta dans le bus. Le général Walter Greene remonta l'allée centrale, regard scrutateur. Et puis, il le vit. Assis tout au fond, tenant une boîte de carton, Morgan Brooks. « Soldat Brooks » dit le général, d'une voix ferme qui résonna dans le silence du bus. Morgan leva les yeux. Il reconnut l'uniforme, reconnut les étoiles. Mais il ne reconnut pas l'homme. Pas tout de suite. « Général » répondit Morgan sans se lever. « Vous savez qui je suis » demanda Greene. « Je sais que vous êtes général, monsieur. » Greene sourit. « Fallujah. 2004. Vous avez sauvé 23 hommes lors d'une embuscade. J'étais l'un d'eux. À l'époque, j'étais capitaine Greene. Vous m'avez porté sur 400 mètres en pleine zone de tir. J'avais des éclats dans les poumons. Vous avez pratiqué une décompression avec un couteau et un stylo, faute de matériel. Je suis en vie, grâce à vous. » Morgan ferma les yeux un instant. Des souvenirs anciens, de la poussière, du sang, des cris. Il avait tenté d'oublier pendant des années. « Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. »« Vous avez fait bien plus que cela, » répondit Greene. « Vous êtes une légende vivante, Dr. Brooks. 3 Bronze Stars, une Silver Star, un Purple Heart, le médecin de guerre le plus décoré de sa génération. On vous appelait le fantôme du désert, parce que vous apparaissiez de nulle part, sauviez des vies, puis disparaissiez à nouveau. » Les autres passagers du bus écoutaient en silence. Certains avaient déjà sorti leur téléphone et commençaient à filmer. « C'était il y a longtemps, » dit Morgan à voix basse. « Je ne suis plus cet homme. »« Vous avez sauvé le sergent Williams vendredi, » poursuivit Greene. « De la même façon que vous m'avez sauvé en 2004. Vous avez vu ce que personne d'autre n'a vu. Vous avez agi quand tout le monde hésitait, et on vous punit pour ça. » Morgan ne répondit pas. « Je suis venu avec une proposition, » dit Greene. « Revenez avec moi à l'hôpital, pas comme infirmier, mais comme ce que vous avez toujours été, un héros, un mentor, un exemple. Ils ne veulent pas de moi là-bas, général. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais ils vont le savoir maintenant. » Greene lui tendit la main. « L'armée n'oublie pas ses héros, Dr. Brooks, et on ne va pas vous laisser être traité de cette manière. Venez avec moi, s'il vous plaît. » Morgan regarda la main tendue.
puis la boîte de carton sur ses genoux, puis la vitre mouillée. Et enfin, lentement, il serra la main du général. « Juste pour aujourd'hui, » dit-il. « Juste pour aujourd'hui, » confirma Green, sachant que c'était faux. Sachant que Morgan Brooks ne pourrait jamais tourner le dos à une vie qu'il était né pour mener. Ils descendirent du bus ensemble. Les militaires formèrent une escorte. Le général conduisit Morgan jusqu'à l'un des véhicules et ouvrit la porte arrière. À l'intérieur, soigneusement posé sur le siège, se trouvait un uniforme. L'uniforme de major de l'armée des États-Unis, avec toutes les décorations que Morgan avait reçues. Des médailles qu'il n'avait jamais portées, qu'il avait gardées dans une boîte au fond d'un placard. « Comment avez-vous obtenu ça » demanda Morgan. « J'ai passé quelques coups de fil » répondit Green en souriant. « Vous êtes toujours techniquement dans la réserve, Dr. Brooks. Vous n'avez jamais été officiellement retiré. Et un major de l'armée n'a pas besoin de l'autorisation d'un médecin arrogant pour faire ce qui est juste. » Morgan regarda l'uniforme, effleura les médailles du bout des doigts. Et, pour la première fois depuis des années, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas de la fierté, c'était la mémoire, le souvenir de l'homme qu'il avait été, de celui qu'il pouvait encore redevenir. « Enfilez-le, » dit Green, « et allons montrer à cet hôpital qui a vraiment sauvé le sergent Williams. » Au centre médical Roosevelt, Chad Whitmore donnait une interview à un journal local sur le sauvetage héroïque. Il posait pour les photos, souriait aux caméras. Son père, le sénateur, était à ses côtés, fier comme un pont. Personne ne remarqua les 3 véhicules militaires se garer devant l'entrée principale. Personne ne vit le général et ses officiers pénétrer dans le hall. Personne ne comprit ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et quand Morgan Brooks entra dans l'hôpital, vêtu de son uniforme militaire complet, les médailles brillant sur sa poitrine et le général à ses côtés, le monde entier s'arrêta pour regarder. Le hall du centre médical Roosevelt était aussi animé que d'habitude en ce lundi après-midi. Des patients attendaient leur rendez-vous. Des familles rendaient visite à leurs proches. Le personnel allait et venait entre les étages. Mais lorsque les portes principales s'ouvrirent et que le général Walter Green entra, suivi de 4 officiers de l'armée et d'un homme en uniforme couvert de médailles, tout s'arrêta. Morgan Brooks marchait toujours avec la même démarche boitillante. Mais quelque chose avait changé. La posture, le menton relevé, l'uniforme impeccable, les décorations brillantes sous les lumières du plafond. Et surtout, sur sa poitrine, un badge rare. Chirurgien de champ de bataille. Des chuchotements s'élevèrent dans la foule. Des téléphones se levèrent. Une vieille dame se mit à applaudir. Puis une autre personne. Puis une autre encore. En quelques secondes, tout le hall était debout, applaudissant. Morgan ne sourit pas. Il avançait simplement, le regard droit, le général à ses côtés, les officiers en arrière. Une marche silencieuse à travers l'hôpital. Au 2e étage, le docteur Raymond Foster, directeur médical, était dans son bureau quand sa secrétaire fit irruption. « Docteur, des militaires sont dans l'hôpital, un général, et ils montent. » Foster fronça les sourcils. « Des militaires? Pourquoi ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Le général Green entra sans frapper. Morgan le suivait. « Général Walter Green, armée des États-Unis » se présenta-t-il. « Voici le major Morgan Brooks, médecin de combat décoré et réserviste actif. » Foster les regarda, visiblement perdu. « Excusez-moi, général, mais je ne comprends pas. Vous avez renvoyé cet homme ce matin, » déclara Green d'une voix tranchante comme une lame, « pour avoir sauvé la vie de l'un de mes soldats. » Il y a eu une plainte formelle. Il aurait agressé un médecin? Il a sauvé le sergent Noah Williams d'une mort certaine causée par de l'incompétence médicale, coupa Green.
et nous allons maintenant corriger cette erreur. Foster pâlit. Il me faut en discuter avec le service juridique. Inutile, dit Green en posant un dossier sur le bureau. Voici les déclarations de 3 infirmières présentes dans la salle de trauma. Toutes confirment que le docteur Brooks a correctement identifié un pneumothorax sous tension que votre médecin a ignoré. Toutes confirment qu'il a agi pour sauver une vie. Et aucune ne rapporte d'agression. Juste un médecin arrogant, poussé de côté pendant une urgence. Foster ouvrit le dossier. Il lut les déclarations. Son visage devint de plus en plus livide. « Où est le docteur Whitmore à cet instant ?» demanda Green. « Il donne une interview dans l'auditorium. »« Parfait, » sourit Green. « Allons lui rendre visite. » L'auditorium de l'hôpital était prêt pour une conférence de presse. Chad Whitmore était au centre de la scène, micro en main, son père à ses côtés. 3 journalistes locaux posèrent des questions. Les caméras tournaient. Chad racontait sa version des faits. Comment il avait identifié le problème. Comment il avait agi rapidement. Comment il avait sauvé un héros américain. C'était de l'instinct médical, disait Chad, souriant aux caméras. Des années de formation. On voit un cas comme ça, on agit, sans réfléchir. Les portes battantes de l'auditorium s'ouvrirent brutalement. Le général Green entra en tête, puis les officiers, puis Morgan. Les caméras se tournèrent immédiatement. Les journalistes se levèrent. Chad s'interrompit, bouche bée. « Désolé d'interrompre », dit Green d'une voix qui résonna dans toute la salle. « Mais il y a une erreur à corriger. » Il monta sur scène. Morgan le suivit. Les officiers restèrent de chaque côté. « Qui êtes-vous » demanda Chad, essayant de garder contenance. « Général Walter Green. Et voici, dit-il en désignant Morgan, le major Morgan Brooks. L'homme qui a vraiment sauvé le sergent Williams. »« C'est ridicule » Chad ricana nerveusement. « J'étais là. C'est moi qui ai dirigé la procédure. Cet homme n'est qu'un médecin de combat décoré, » coupa Green. 3 missions en Irak, 2 en Afghanistan. Plus de 200 vies sauvées en zone de guerre. Connu sous le nom de fantôme du désert parmi les troupes. Et vendredi, il a sauvé une vie de plus, malgré des médecins incompétents qui tentaient de l'en empêcher. Le sénateur Whitmore, père de Chad, se leva d'un bond. « Général, avec tout le respect que je vous dois, mon fils est diplômé en médecine de... »« Votre fils a failli tuer un soldat par arrogance, » répliqua Green. « Et ensuite, il a tenté de voler le mérite d'un vrai héros. » Les caméras continuèrent de tourner. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Chad était rouge de honte, la voix tremblante. « Il m'a agressé. Il m'a poussé. »« Il t'a écarté, » répondit Green calmement. « Parce que tu étais en train de tuer le patient. Et Dieu merci, il a eu le courage de le faire. » À cet instant, les portes latérales de l'auditorium s'ouvrirent. Une chaise roulante entra. Dessus, vêtu d'une blouse d'hôpital mais assis droit comme un soldat, se trouvait le sergent Noah Williams. Dorothy poussait la chaise. Elle avait attendu ce moment. Williams leva les yeux vers la scène. Il vit Chad. Il vit Morgan. Et alors, s'appuyant sur les accoudoirs, il se leva. Avec difficulté, dans la douleur. Mais il se leva. Droit. Aussi fier qu'il le pouvait. Et il salua. Pas Chad. Pas le général. Morgan. « Major Brooks, » dit Williams, la voix faible mais claire. « Merci de m'avoir sauvé la vie, monsieur. » L'auditorium éclata en applaudissements. Les gens se levèrent. Les employés de l'hôpital battèrent des mains. Certains pleuraient. Même les journalistes applaudirent. Morgan s'approcha de Williams. Il ne répondit pas au salut. Il lui tendit la main. Williams la serra avec force. « Tu aurais fait la même chose pour moi, » dit simplement Morgan. Chad tenta de quitter la scène discrètement. Mais le général lui barra le chemin. « Docteur Whitmore, je vous suggère de suivre une formation en humilité
avant de toucher à un autre patient. Dans les jours suivants, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux. Les vidéos de l'auditorium devinrent virales. Les journaux nationaux couvrirent l'affaire. Le Centre médical Roosevelt publia un communiqué officiel présentant ses excuses à Morgan Brooks et lui proposant un poste permanent en tant que coordinateur de la formation en médecine d'urgence. Morgan accepta, mais à une condition. Il ne voulait pas de bureau, pas de titre. Il voulait travailler dans la salle de trauma, enseigner aux internes, montrer ce qui comptait vraiment. Le docteur Chad Whitmore démissionna avant d'être officiellement renvoyé. La rumeur disait qu'il avait ouvert une clinique esthétique à Aurora, injection de botox et de produits de comblement. Mais il ne toucha plus jamais à une urgence. On disait aussi qu'il évitait le centre médical Roosevelt comme la peste. Et qu'il regardait toujours par-dessus son épaule, de peur de voir cet homme en uniforme entrer par la porte. 6 mois plus tard, Morgan était dans la salle de trauma, enseignant à un groupe de nouveaux internes. Il montrait comment identifier un pneumothorax, comment agir vite, comment faire confiance à son instinct, même quand l'autorité vous dit le contraire. La médecine n'est pas une affaire de hiérarchie, disait-il, les mains toujours un peu tremblantes, mais la voix assurée. C'est une affaire de vie ou de mort. Et parfois, sauver une vie signifie écarter quelqu'un. Même si ce quelqu'un est votre supérieur. Même si ça vous coûte votre emploi. Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est que le patient rentre chez lui vivant. Les internes écoutaient en silence. L'un d'eux leva la main. « Dr Brooks, comment savez-vous quand il faut désobéir aux ordres ?» Morgan réfléchit un instant, puis répondit « Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, quelqu'un qui est en train de mourir, vous le savez. Et à ce moment-là, les règles ne comptent plus. Ce qui compte, c'est faire ce qui est juste. » À la fin de son service, Morgan sortit par la porte de service comme à son habitude. La pluie était de retour, mais cette fois, il n'était pas seul. Dorothy était là, fumant une cigarette, même si elle n'avait pas le droit. « Beau boulot aujourd'hui, docteur, dit-elle. »« J'ai juste fait mon travail, » répondit-il. « C'est toujours ce que disent les héros, » sourit-elle. Morgan secoua la tête, mais il sourit aussi. Un petit sourire, fatigué, mais sincère. Et quand le bus arriva, il monta à bord, s'assit à sa place habituelle, au fond, posa son sac sur les genoux et regarda par la vitre mouillée. 61 ans. Vétéran de guerre, médecin de combat, héros, enseignant. Et enfin, après tant d'années, reconnu pour ce qu'il avait toujours été. Un homme qui sauve des vies, pas pour les applaudissements, ni pour la gloire, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué. Likez la vidéo pour diffuser ce message et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que faire ce qui est juste ne se démode jamais.